Bonsoir, merci de nous rejoindre sur France 3 Centre Val-de-Loire pour une grande soirée de débat électoral à tout juste 4 jours du premier tour des élections municipales. Focus ce soir sur la ville d'Orléans. Antoine Denécher de France Bleu Orléans va m'accompagner pour animer ce débat. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous allons donner la parole à des téléspectateurs. Ils pourront poser directement leurs questions à nos invités. 5 candidats qui sont déjà sur le plateau. Ils nous attendent, ils vous attendent. Voici leur présentation. Ancienne adjointe aux affaires culturelles de Serge Grouard puis d'Olivier Carré, elle espérait l'investiture de La République En Marche. Sans l'appui du parti présidentiel, Nathalie Kérien maintient sa candidature et une liste baptisée Nous, Elle, Orléans, composée en grande partie de nouveaux venus en politique. Le retour de l'ancien maire sur le devant de la scène politique locale a divisé la droite orléanaise. Premier édile entre 2001 et 2014, démissionnaire en 2015 pour raison de santé, Serge Grouard conduit la liste Les Orléanais au cœur, avec le soutien de son parti, les Républicains. Le maire sortant Olivier Carré, remplaçant de Serge Grouard en 2015, a pris ses distances avec la droite en 2017 pour soutenir Emmanuel Macron. En septembre 2019, il est investi par La République En Marche avec sa liste Orléans avec Olivier Carré naturellement. Conseiller municipal sortant, il entendait initialement rassembler derrière lui des forces de gauche. Candidat écologiste, Jean-Philippe Grand s'est allié avec le mouvement Orléans Ensemble, mais doit se contenter de l'appui d'Europe Écologie Les Verts pour sa liste Orléans Solidaire Écologique. Faute d'accord avec les écologistes, à gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste font liste commune avec le chef de file du PS local Baptiste Chapuis comme tête de liste, secondé par la conseillère municipale PC sortante Dominique Tripet, une liste intitulée « Faire respirer Orléans ». Et voilà pour les 5 invités de ce débat que je vais donc avoir le plaisir d'animer avec Antoine Denécher de France Bleu Orléans. Bonsoir Antoine. Bonsoir Franck. Nos grands thèmes de débat ce soir au nombre de 3. Alors l'accès aux soins, évidemment, problème récurrent en Centre Val-de-Loire et à Orléans également. La sécurité, c'est une thématique qui est plébiscitée par les habitants. Et puis l'environnement et les transports, 2 sujets intimement liés dans ce qu'on appelle les transitions écologiques et énergétiques. 3 grands volets donc durant 50 premières minutes. Et puis dans la deuxième partie d'émission, 40 minutes, donc des habitants d'Orléans qui auront suivi le débat. Ils sont prêts à vous écouter, à vous poser des questions. Ils sont déjà en compagnie d'Amélie Rigonanzo, de Xavier Nézet, de Nathanaël Lemaire. Et vous aussi, vous pouvez interagir dans cette émission en posant toutes vos questions, nous interpellant sur les réseaux sociaux, notamment le hashtag France3CVDL. Avant de nous lancer dans ce débat, voici les chiffres clés de la ville d'Orléans pour mieux comprendre la réalité du terrain. Voilà pour ce qui concerne les chiffres et les éléments clés pour la ville d'Orléans, Antoine. Allez, avant d'entamer le débat sur la santé, ce sera notre premier thème. Un mot quand même, s'il vous plaît, messieurs, dames, sur l'épidémie de coronavirus qui ne cesse de progresser en France. Question un peu cash, mais selon vous, est-ce que les élections municipales peuvent vraiment se tenir dimanche dans ces conditions? Est-ce que c'est sérieux alors qu'on interdit pas mal de grands rassemblements? Et par exemple, notre pays voisin, l'Italie, est confiné. Je ne sais pas qui veut répondre en premier là-dessus. Serge Grouard. Écoutez, si on reportait les élections municipales, ça veut dire qu'il faut tout interdire. Plus de transport, on ne peut plus aller à la boulangerie, on ne peut plus aller dans les écoles, on ne peut plus rien faire. Je ne crois pas que ça soit le choix qui
qui s'impose aujourd'hui. Je crois qu'il faut prendre des mesures de précaution, elles sont prises, et je crois qu'il faut éviter toute psychose. Olivier Carré ? Oui, enfin, c'est pas un lieu confiné, un bureau de vote. Chacun y passe à peu près entre 5 et 10 minutes. On doit pouvoir s'organiser. On va prendre un certain nombre de précautions qui sont recommandées par le ministère de l'Intérieur. On aura des gels hydroalcooliques, on aura des gants, on aura des stylos pour ceux qui n'amènent pas le leur. Et donc, avec ça, il y a quand même peu de possibilités de contact. Si chacun a ces fameux gestes barrières, il ne doit pas y avoir de gros problèmes à aller D'après voter. vous, est-ce que, en ce qui concerne les taux d'abstention, est-ce que ça peut avoir une incidence ? Vous avez vu qu'en 2014, il y avait déjà un très fort taux d'abstention. Oui, c'est ça. Voilà, on va voir comment les choses se passent. Baptiste Chapuis, ça peut fausser ? Oui, ça peut, mais je pense qu'aujourd'hui, rassurer, on a des consignes qu'il faut appliquer, on a les présidents de bureaux de vote qui ont été sensibilisés à cette question-là. Oui. Il faut que chacun se sente responsable, en effet, utilise les gels hydroalcooliques quand il rentre dans les bureaux de vote, et que je pense que si chacun applique ces consignes, il n'y a aucun problème pour le vote dimanche. Il y a des électeurs qui disent « moi, je n'irai pas voter dimanche », notamment des anciens, on en a entendu. Il y a beaucoup d'anxiété aussi parce qu'il y a une multitude d'informations qui sont parfois contradictoires. Je pense qu'il faut essayer d'être sérieux, d'écouter ce que nous dit la Direction générale de la santé, et puis les choses seront organisées à Orléans comme ailleurs de manière prudente. C'est ça, c'est la prudence, oui. Oui, il y a quelques consignes simples à respecter, et puis il faut vraiment venez voter. Voilà. Alors cette question nous amène directement à parler de la santé, justement, et de l'accès aux soins à Orléans. C'est une métropole qui manque de médecins, ça c'est clair, c'est pas une invention. Le chiffre de 50 est avancé, généraliste comme spécialiste. C'est difficile de consulter au quotidien. Écoutez justement ce qu'en pensent les Orléanais que nous avons rencontrés. Pas du tout. Quand vous pensez qu'on habite un quartier où il y a beaucoup de population, il n'y a pas moyen d'avoir un rendez-vous chez un médecin, il faut se déplacer à l'autre bout de la ville, écoutez, c'est intolérable. Il y a un gros problème de médecins sur Orléans. Il n'y en a vraiment pas assez. Je sais que j'arrive pas du tout à trouver de médecins traitants sur Orléans. Il y a vraiment un blocage. Et ceux qu'il y a, ils prennent plus de nouveaux patients parce qu'ils sont surchargés. Donc. Les élus, quels qu'ils soient, de toute façon, ils ne pourront pas faire mieux que ce qu'il est possible de faire, je pense. Mais par contre, effectivement, l'accès aux maisons de santé, etc., je pense que c'est une chose qui est essentielle maintenant. Je pense que ça manque clairement de maisons pluridisciplinaires de santé, maisons municipales. Ça manque clairement de médecins généralistes. Et moi-même, par exemple, je ne trouve pas de médecins généralistes. Donc j'aimerais vraiment qu'ils en fassent encore plus, en tout cas. Ça, je crois que tous les candidats sont unanimes sur le sujet, à savoir qu'il faut faire quelque chose, parce que là aussi, il y a un désert médical. Donc maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, quoi. Mais j'ai été le premier victime de cette situation. Mon médecin traitant a pris la retraite, il n'a pas été remplacé. C'était un vrai parcours du combattant pour retrouver un médecin traitant. Eh bien voilà, le sujet, je crois, très clair. Il est posé. En tout cas, ce n'est pas vraiment une situation acceptable pour quelque métropole que ce soit. Quelles sont, selon vous, les solutions ? Je pose le débat au milieu de ce plateau. Faut-il salarier, comme on en parle parfois, des médecins ? Est-ce que l'outil de la télémédecine peut être une solution ? Est-ce que les maisons de santé, les maisons pluridisciplinaires sont aussi une solution ? Qui veut répondre ? La parole circule. Ce qui est certain, c'est que l'idée de la maison de santé pluridisciplinaire qui commence à être mise en place, ça fait quelques années maintenant qu'on met en place, paraissait être la martingale. On se disait, on va regrouper des professionnels de santé et du coup, les solutions vont arriver d'elles-mêmes. On voit bien qu'on a besoin d'un véritable projet de santé. On voit aussi que certaines maisons de santé s'en tirent très bien. Je pense à celle de l'Argonne qui va bientôt s'agrandir et qu'à l'inverse, d'autres ne fonctionnent pas comme celle de la Source. Et donc, ça prouve bien qu'on a besoin d'avoir des professionnels qui non pas se regroupent alors qu'ils étaient déjà dans le même quartier et qu'on a fait que remettre la patientèle à un seul endroit, mais on a besoin d'un véritable projet de santé et on a surtout besoin, puisqu'il va falloir une dizaine d'années pour former les futurs médecins, on a besoin absolument de mettre en place ce qu'on appelle la délégation de tâches, c'est-à-dire, je pense aux infirmières par exemple, qui elles ont ce qu'on appelle des pratiques avancées.
la capacité à pouvoir remplacer, accompagner. Mais est-ce que c'est le maire d'Orléans qui décide de ça? C'est quelque chose, en tout cas, que l'on doit mettre en place et aider à ce que ces formations se fassent pour ces personnes. Et ça se fait dans le cadre soit d'une maison de santé pluridisciplinaire, soit d'un centre de santé, où là, on peut salarier évidemment des médecins. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit aller vers ce type d'actes. Sinon, on ne trouvera pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne trouvera pas des médecins du jour au lendemain. Donc, alors, quels sont vos projets de votre côté? C'est de faire en sorte qu'effectivement, un médecin, comme ça se fait à la maison de santé de l'Argonne, au lieu de suivre 1000 patients, il arrive à en référencer le double. Et en s'organisant de telle sorte qu'effectivement, ces médecins puissent déléguer un certain nombre de tâches à des kinés, à des infirmières, et puis après, surtout, consacrer l'essentiel de leur temps à faire de la médecine. Parce qu'aujourd'hui, ils font beaucoup de tâches administratives, beaucoup d'actes qui n'ont pas une grande valeur ajoutée et qui pourraient être faits par d'autres personnes formées. Et c'est donc un plan santé général qui se met en place aujourd'hui sur Orléans. Ça commence à l'Argonne, puisque effectivement, une des raisons pour lesquelles ça marche bien, c'est parce que les médecins travaillent déjà de cette façon-là. Et quand on prévoit une maison de santé aujourd'hui, on part sur ce type de modèle. Bref, c'est mettre en réseau les praticiens, il y en a à peu près 65 sur la ville. Dans les normes antérieures, il en aurait fallu près de 100. On ne les aura pas, de toute façon, qu'on les salarie pas. L'hôpital a déjà des postes ouverts qu'il n'arrive pas à fournir, donc c'est pas le sujet du statut, c'est vraiment le sujet de l'organisation. Et donc, avoir des maisons de santé qui sont plus proches des habitants, il en manquera deux. Une à Blossière, rue Agot, et une sur le quartier Madeleine. Et à partir de là, on aura couvert à peu près l'ensemble de la ville avec celle qui va s'ouvrir au centre-ville. Les maisons de santé, c'est un départ. Vraie solution, quoi. Non, c'est les réseaux qui sont autour. Hein. À l'Argonne, on peut préciser aussi que si ça fonctionne très bien, c'est aussi parce qu'il y a eu des réductions de charges pour les praticiens et qu'en effet, beaucoup de médecins qui étaient déjà installés à Orléans se sont reportés sur l'Argonne, mais malheureusement, il n'y avait pas forcément de nouveaux médecins. Olivier Carré l'a dit, il manque entre 65 et 100 médecins à Orléans aujourd'hui. Et effectivement, je crois que tout le monde propose des salariés. Des médecins salariés. Vous seriez plutôt favorable à salarier des médecins? Bien sûr, mais la question est, va-t-on pouvoir attirer ces médecins, puisque chacun sait que beaucoup de régions ont ce même problème, et comment va-t-on les attirer? Et là, il s'agit bien sûr de pouvoir avoir des internes qui souhaitent rester sur notre territoire, le rendre attractif. Ce qui est important. Vous, Nathalie Carré, vous leur proposez des bourses, vous les attirez par en effet, par de l'argent. Et le salariat, je pense que dans le salariat, il faut peut-être mettre une condition aussi. Embaucher un médecin, c'est bien, mais il faut également qu'ils prennent des patients et des nouveaux patients. Parce qu'on voit bien que toutes ces personnes qui sont parfois en maison de santé pluridisciplinaire, qui exercent, ne prennent pas de nouveaux patients. Donc on a à nouveau des habitants qui viennent nous dire c'est très bien, on a une maison de santé, d'ailleurs celle de Saint-Marceau en effet fonctionne très très bien, celle de l'Argonne aussi, mais comment je fais moi si je n'ai pas de médecin référent pour que le médecin accepte de me prendre dans sa patientèle. Et ça, c'est vraiment un souci qu'il faudra résoudre tous ensemble. Dans la relation avec l'hôpital, il y a une chose qui peut être intéressante. On a par exemple un post sur Facebook d'Éric qui nous dit « Êtes-vous prêt à positionner le nouvel hôpital d'Orléans pour qu'il devienne universitaire et ainsi attirer des pointures de la médecine et lutter contre la désertification médicale ?» Est-ce que ça, la labellisation CHU, c'est un outil utile? Alors je voudrais revenir, si vous le permettez, sur la question initiale. Effectivement, il y a un déficit fort et l'on a perdu trop d'années et l'on continue à perdre des médecins. Donc j'entends les solutions qui sont proposées. Je pense qu'il faut se porter à la hauteur du problème. Il y a une véritable urgence et je dis il faut aller chercher des médecins à l'extérieur. Comment dans les facultés de médecine pour les jeunes médecins qui sortent de leurs études. Est-ce qu'il faut une première année de fac de médecine à Orléans ? Je termine. Première chose, donc on a un partenariat avec la faculté de médecine de Tours. Il faut déjà voir avec Tours. Il faut aller voir en région parisienne parce qu'il y a beaucoup de facultés de médecine
Et un certain nombre de jeunes pourraient volontiers venir s'installer sur Orléans. Pour cela, il faut aller les chercher, il faut des mesures incitatives, il faut valoriser la ville, il faut faire toute une politique d'attractivité pour les amener sur Orléans. Il faut quelque chose, par exemple, de simple. Si vous avez des médecins qui viennent, qui disent « oui, je peux venir m'installer sur Orléans », on leur propose des locaux. La maison de santé, moi je suis d'accord. J'ai fait celle de l'Argonne, donc je ne vais pas dire maintenant que je suis contre. Mais c'est complémentaire. Et c'est très long à faire une maison de santé. Il faut 2 ans, 3 ans pour construire le projet. C'est pas les locaux qui sont importants, c'est pas les murs, c'est les médecins. Et là, il faut tout de suite avoir des locaux disponibles pour dire à un médecin, un jeune médecin, à plusieurs jeunes médecins qui viennent s'installer, voilà, vous avez des disponibilités en ville. Et là, on améliore considérablement le maillage parce qu'on les répartit mieux en ville, de telle sorte qu'ils soient plus proches des habitants. J'ajoute une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dans la courbe démographique, vous avez des médecins qui sont en train de partir en retraite. Moi, je propose notamment avec le centre de santé municipal, donc avec des médecins salariés, de pouvoir proposer à ceux qui le voudraient de continuer à travailler en étant, par exemple, sur un mi-temps. Et puis, je pense effectivement, parce qu'il ne faut pas éluder votre question, elle est importante, que la question des études est très importante. Et moi, je propose, là aussi, que sur Orléans, nous puissions, avec l'Université d'Orléans, accueillir, développer une licence santé qui, aujourd'hui, malheureusement, n'existe pas encore. Baptiste Chapuis, on aimerait vous entendre licence sur ce majeure sujet santé pour être précis. Elle arrive en 2021. Pas. Non, elle arrivera. Elle n'existe pas. La licence d'accès santé, elle arrive en 2021. Et puis c'est tout. Puisque la région l'a refusée, malheureusement. Baptiste Chapuis, sur ces questions de santé, la formation, donc l'université, une première année, notamment ici à Orléans, est-ce que c'est une solution? Et puis ensuite, on parlait du CHU tout à l'heure. Est-ce qu'une labellisation serait un outil également utile pour attirer des médecins, déjà titulaires notamment? Tout d'abord, la situation d'aujourd'hui est issue d'une montée en puissance de ce problème de la démographie médicale sur Orléans. Ce n'est pas une nouveauté de cette année, le problème de la démographie médicale. Ça fait des années qu'on sait qu'on est devant un mur médical qui va nous arriver justement avec le départ en retraite d'un grand nombre de praticiens sur notre métropole. Aujourd'hui, le salariat de médecin, qui semble faire consensus ce soir, était refusé systématiquement quand il était proposé, notamment au conseil municipal sur Orléans. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, cette possibilité-là soit ouverte. On a notamment la chance, parce qu'on parle beaucoup de salariat de médecins, mais ça implique un véhicule de portage administratif assez lourd. On a la chance que le conseil régional décide d'embaucher 150 médecins. Et moi, je propose aujourd'hui, et dans mon projet, qu'on s'associe au conseil régional pour recruter 15 médecins, là, sur les 2 prochaines années. Mais comment vous les faites venir ? Alors justement, sur la réponse, moi je suis allé les voir, les étudiants en fac de médecine qui vont sortir. Aujourd'hui, les futurs étudiants qui vont être les futurs médecins sur nos territoires ont une pratique médicale qui n'est pas celle d'il y a une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ils ont besoin d'avoir une vie sociale, une vie personnelle, une vie culturelle. Et donc, les médecins qui font 50 heures, 60 heures... C'est un problème d'attractivité de la métropole? Non, c'est une nouvelle pratique aussi de la médecine. C'est-à-dire que les médecins qui faisaient 50 heures, 60 heures par semaine, qui font un travail considérable... C'est fini, ça. C'est fini. Et donc, ces personnes, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui veulent s'implanter sur les territoires ont aussi besoin d'avoir un cadre. On parlait de la question de la question administrative, au fait qu'ils puissent se concentrer sur le travail médical au quotidien, et ça, c'est indispensable. Et on doit pouvoir aussi créer avec ces professionnels de santé sur le territoire un lien avec l'hôpital d'Orléans, et notamment, pourquoi pas, faire des gardes en lien avec les urgences. Oui. Moi, j'ai la chance d'avoir sur ma liste un médecin urgentiste de la source qui nous a dit très clairement ce système que décrit Baptiste Chapuis existe. Il n'existe pas dans notre département, mais il existe ailleurs, et notamment dans la région centre, et ça s'appelle le réseau PAIS. Oui. Et ça permet exactement de faire ce que dit Baptiste Chapuis, totalement favorable. On le propose également de pouvoir à la fois décharger les médecins d'un certain nombre de tâches, les mettre en réseau et effectivement les mettre en réseau avec l'hôpital, ce qui permet aussi de décharger les urgences. Olivier Carré. Oui, on propose tous à peu près la même chose de ce point de vue-là. Non, si je puis me permettre. Mais si. Non, pas du tout. Bon, pas comme vous voulez. Et il y avait 5 ans pour le faire. Oui, mais enfin, c'est quand même cette mise en réseau, elle est là, et puis 5 ans pour le faire. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, notamment la recherche de nouveaux médecins, puisque l'année dernière, en 2019, on a eu le même accueil de nombre de médecins que de gens qui sont partis, et c'est parce que depuis 2018, on fait cette politique d'attractivité auprès de toutes les facultés de France, pas que Paris.
et pas que Tours. Il y a d'autres facultés pour lesquelles le sujet se passe. Et effectivement, entre guillemets, on vend l'Orléanais. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que justement, les jeunes, ils cherchent un projet de territoire pour exercer ce qu'ils ont appris pendant un certain nombre d'années. Et il y a toute une mécanique à mettre en place que l'on a déjà commencé à initier, qui porte effectivement ses fruits. Donc effectivement, ça marche, je peux le confirmer. Et aller encore plus loin, c'est exactement ce qu'il faut faire et ce qu'on s'est engagé à faire. L'incitation financière, vous êtes favorable ou pas ? L'incitation financière, c'est très dangereux parce qu'il y a une échelle de perroquet derrière. Jean-Philippe Grand, est-ce que c'est un problème purement d'attractivité de notre métropole ? On voit que dans le sud de la France, par exemple, les régions n'ont absolument aucun problème pour attirer des médecins. Il y a une population médicale énorme. Et nous, donc, c'est un problème de quoi ? De territoire, de paysage, c'est quoi ? C'est surtout un problème général qui fait que nous ne sommes pas les seuls à vouloir aller dans les facultés de médecine et à aller chercher nos futurs médecins. On est tous là et toutes les villes, les métropoles ou les agglomérations comme la nôtre font ce même travail. Donc le risque que l'on a, c'est d'être dans cette course à l'échalote qui fait qu'on va finir par avoir des mercenaires et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je pense que cette idée de dire qu'on a besoin d'avoir des équipes qui travaillent réellement ensemble et qu'on ait la possibilité d'avoir cette fameuse délégation de tâches, les réseaux dont on a parlé, tout ça permettra de répondre à la demande sans être obligé d'aller chercher des personnes qu'on devra payer toujours plus cher. Voilà pour ce chapitre trop court, mais c'est toujours trop court, sur la santé. À venir dans ce débat, la sécurité, l'environnement, les transports et puis, bien sûr, les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez interagir dans cette émission, poser vos questions, nous interpellant sur le hashtag France 3 CVDL. Antoine, on ouvre le chapitre de la sécurité. Oui, une thématique importante, la sécurité, c'est ce que disent les sondages, notamment un sondage Ipsos réalisé en février pour France Bleu Orléans et la Tribune Hebdo, qui disait en gros un tiers des habitants, des électeurs sondés attendaient des mesures fortes du maire en matière de sécurité. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a une telle attente ? Pourquoi les habitants, les Orléanais se sentent si concernés par les problèmes de sécurité ? Parce que malheureusement, bien malheureusement, il y a à nouveau une dégradation en matière de sécurité. On a eu au dernier conseil municipal les chiffres qui ont été proposés. La délinquance est en baisse. On a vu que les agressions physiques augmentaient. On a vu que les cambriolages diminuaient, mais parce qu'il y a eu une forte augmentation sur l'année 2018. Voilà. Et puis au-delà, comme il a été d'ailleurs dit par l'adjoint à la sécurité, les faits de délinquance ne sont pas tous restitués dans les chiffres. Je donne un exemple. La délinquance dans les transports en commun, la fraude dans les transports en commun qui exaspère nos concitoyens, qui crée des difficultés lourdes pour les chauffeurs notamment, qui sont régulièrement agressés, tout ça, ça ne se restitue pas complètement dans les chiffres. Bon, alors on ne va pas faire une bataille de chiffres, mais en tout cas, il y a une réalité qui est bien là. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on a perdu des effectifs de police. C'est entièrement faux, mais c'est pas grave. Alors, vous parlez de quoi ? Police nationale ou municipale ? Monsieur Carré, puisque c'est oui, monsieur Grouard. On va en discuter. Combien y a-t-il logiquement ? Quel est l'effectif théorique de la police nationale sur Orléans ? Je ne suis pas le préfet. Non, je ne suis pas le directeur de la police. Le maire est responsable de la tranquillité publique. Je suis désolé. Je vous pose la question, combien y a-t-il d'effectifs théoriques dans la police nationale ? Mais la police nationale n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est la police municipale. Et c'est la sécurité de nos concitoyens. C'est assez grave. Et ce qui me paraît grave, c'est de travestir les chiffres. Je suis désolé. Mais ce qui a été constaté, c'est que depuis 4 ans, la délinquance a baissé de 25%. Quand on parle des cambriolages, ils sont en baisse. Que ces chiffres étaient faux. Mais bien sûr. Alors, ils sont faux, mais vous les répétez à loisir dans d'autres domaines. Bon, on va peut-être parler aux Orléanais. Et je pense que ça me paraît important. Parce mais moi, je vais répondre. Monsieur Chapuis, si je peux répondre simplement au nombre de policiers. Vous parlez de la police nationale, Serge Grouard, qu'on soit d'accord. La police nationale. J'ai entendu pendant juste après, on passera les effectifs de la police municipale à Nathalie Kerrien, de 40%, ce qui est un énorme mensonge. Bastien Chapuis, je vous en prie, terminez votre propos. Non, mais on ne peut pas, quand on est maire, on ne peut pas cacher les réalités. Mais il y a eu 48 exactement départs de policiers et il y en a eu municipaux. combien pendant 10 ans? Et il y en a eu 3
Non, mais on ne parle pas de 16 ans. Je vous écoute parler, s'il vous plaît. Serge Grouard termine, s'il vous plaît. C'est exactement les mêmes taux. Désolé. Je pense que les téléspectateurs ne vont plus nous entendre. Est-ce que je peux terminer? Alors, terminez rapidement, puisqu'ensuite, il faut que la parole circule. Puisque je dis qu'il y a baisse d'effectifs, et c'est grave, parce que effectivement, quand on a moins la police, qu'elle soit municipale ou nationale, sur le terrain, il y a moins de réactivité à la délinquance, et les gens le ressentent. Alors, je donne les chiffres, puisque M. Carré ne les connaît pas. On a dit qu'on n'allait pas faire une bataille bataille de chemin. effectifs. C'est que ce n'est pas de mon ressort. Mais il y a un effectif théorique de 439, et il y en a juste 400 de présents actuellement. C'est-à-dire qu'on a perdu plus d'une trentaine de policiers nationaux. Et j'affirme qu'il y a eu 48 départs dans la police municipale, et je vais même ajouter 3 dans la police municipale intercommunale des transports. Vous aurez la parole juste après. J'aimerais entendre Baptiste Chapuis et ensuite Nathalie Kérien, ainsi que Jean-Philippe Grand. Parce que c'est faux. S'il vous plaît, messieurs, Baptiste Chapuis. Je pense qu'à un moment donné, on voit deux frères ennemis qui ont passé 20 ans ensemble s'affronter, mais je pense que les Orléanais, ils n'attendent pas ça pendant ce débat. On a besoin d'avoir des réponses concrètes. Nous, ce qu'on propose, avec la liste Faire respirer Orléans, c'est d'avoir un référent sécurité par quartier. Aujourd'hui, les policiers municipaux, en effet, il y a eu de nombreux départs, il y a un problème de management au sein de la police municipale, il y a un problème de reconnaissance. On a besoin de connaître et de reconnaître nos policiers municipaux, on a besoin de les connecter dans nos quartiers, de développer ce qu'on appelle l'îlotage, ça veut dire que les acteurs qui font les femmes et les hommes, parce que derrière les policiers municipaux, on parle de chiffres, mais il y a de l'humain derrière, il y a de l'humain dans nos quartiers, et on a besoin de remettre de l'humain dans nos quartiers. Et quand on dit qu'il faut remettre de l'humain, c'est également des policiers, mais également des médiateurs, des éducateurs. Vous Monsieur Carré, sans aucun problème. Et juste pour terminer sur le sujet, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, ce que je disais, de reconnecter la sécurité des habitants. Quand je parle d'un référent sécurité par quartier... Un référent qui serait qui? Un policier ou un élu, un citoyen? Ça serait un élu, ça serait rattaché à un élu, mais ça serait un policier qui serait identifié dans le quartier, qui ferait des permanences en lien avec les acteurs associatifs, les acteurs sociaux, qui puissent être reconnus et qu'on puisse changer cette image un peu trop sécuritaire d'Orléans et d'avoir cette reconnaissance directe de nos policiers municipaux, de nos quartiers. Nathalie Kérien. Moi, je vois un paradoxe depuis tout à l'heure, puisqu'on a dit que les chiffres de la délinquance étaient en baisse à Orléans. En tout cas, c'est ce qui a été exprimé plusieurs fois. Et en tout cas, elle est en baisse depuis de nombreuses années, on va dire un peu plus d'une quinzaine d'années. Donc ça, je crois que personne ne conteste trop ces chiffres, même si on pourrait en discuter plus longuement. Mais donc, parallèlement à cela, donc baisse de la délinquance, je vois une surenchère au niveau des effectifs des policiers municipaux qui sont demandés dans un certain nombre de programmes. Alors, je ne comprends pas bien. Est-ce que Orléans est vraiment dangereuse? Je ne crois pas. Je crois que nous avons une police municipale bien dotée. Je crois que nous sommes la 6e ville en France en matière de dotation de policiers municipaux. Donc, on va appeler ça une belle police municipale. On a une baisse de la délinquance. Pourquoi faudrait-il encore ajouter des policiers municipaux? Je pose la question. Et peut-être je pourrais même faire parler une candidate qui n'est pas là. Une candidate au municipal qui s'appelle Farida Megdoud et qui s'est exprimée sur ce sujet il y a quelques jours. Donc, en tant que femme, je vais parler aussi comme elle en disant peut-être qu'il ne faut pas non plus jouer sur les peurs et faire donner ce sentiment peut-être d'insécurité qui serait un peu trop démagogique. Et moi, je vais justement dans le sens inverse. J'ai plutôt envie de rassurer. Je suis une mère de famille, je suis une femme. Moi aussi, comme tout le monde, je peux avoir un certain moment dans la ville des situations où je ne me sens pas forcément en sécurité, mais je ne veux pas non plus penser qu'Orléans et Chicago. Ce que l'on va faire, je ne le crois pas, et je ne ressens pas cette ville. Je crois qu'on est très très loin de Chicago. Je vous propose une chose, on va justement écouter ce qu'en pensent vos électeurs. Ensuite, Monsieur Grand, Monsieur Carré, vous pourrez vous exprimer sans aucun problème. On écoute ce qu'en pensent quelques Orléanais que nous avons rencontrés. Les agents font tout le possible, la police aussi. Quand même, quand on les appelle, ils viennent. Je me sens en sécurité, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois pas, on n'en entend pas tellement parler en plus Orléans. Moi je pense que c'est une ville quand même où on est en sécurité. Je me sens plus ou moins en sécurité. Après, c'est clair que le soir, où il y a des moments dans la journée où c'est compliqué, on a l'impression d'être suivi, où on a des remarques. Après, ça dépend. Je pense que ça dépend des jours. Je sais pas, ça dépend. On fait pas assez. On n'est pas assez sévère, on n'est pas assez
Il y a trop de délinquance. Moi, j'habite un quartier à côté de l'Argonne. C'est constamment des gens qui passent à des voitures très riches et jeunes. C'est le marché de la drogue. Et on n'est pas assez sévère. On devrait être beaucoup plus sévère finalement. Et que la mairie devrait renforcer donc sa surveillance. Et il y a des bagarres tous les jours à la gare d'Orléans entre les bandes. Ça ne devrait pas se passer. Il n'y a pas de souci. Je suis habitué ici. J'ai jamais eu des problèmes. Donc ça va pour moi. Avant, il y avait un peu des motos, ça tournait un peu partout. Mais là, franchement, ça s'est calmé depuis qu'il y a les rondes avec la police municipale, la police nationale. Jean-Philippe Grand, situation mitigée et réaction également. Ça se passe relativement bien. Des soucis, mais ça comme dans toutes les grandes villes, parfois dans les quartiers. Votre point de vue là-dessus ? Il y avait, il y a plus de 20 ans maintenant, ce qu'on appelait la police de proximité. Baptiste Chappuis en a parlé avec Lillotage. Il y avait une véritable connaissance et d'échange entre les policiers municipaux, les habitants dans chaque quartier. Et franchement, il faut absolument qu'on revienne à ce système. Je sais qu'un Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, a dit que les policiers n'étaient pas là pour jouer au foot avec les jeunes. Ça n'empêche qu'on avait, et j'ai eu des témoignages intéressants de personnes qui habitent aujourd'hui dans différents quartiers, qui sont confrontés à ces incivilités et qui me disent mais on n'a plus ce sentiment d'échange que l'on pouvait avoir à l'époque entre ces policiers municipaux qu'on connaissait, dont on connaissait le nom et qui du coup permettaient d'apaiser un certain nombre de ce qui est pour moi le plus important, c'est ce sentiment d'insécurité que les gens peuvent avoir. Et donc il faut revenir en fait à cette police là et puis évidemment des éducateurs police de terrain. Mais oui, des personnes qui soient réellement au contact, que l'on reconnaît, que l'on connaît, avec qui on peut avoir ces échanges qui, malheureusement, en tout cas, c'est ce qui est ressenti par un certain nombre de personnes, il y a une défiance qui petit à petit se met en place vis-à-vis de la police municipale. Et c'est très dommage. On est là avec des personnes qui doivent être au contact des habitants. Un mot sur la question de l'armement, parce qu'il y a une tribune qui a été signée cette semaine par plusieurs têtes de liste écologistes ou municipales. Vous ne l'avez pas signée, vous, qui est très défavorable à l'armement des polices municipales. Alors celle d'Orléans, elle est armée, mais vous êtes pour ou contre vous ? Alors j'ai expliqué en conseil municipal que j'étais interpellé par monsieur Lagarde, que je ne serai pas le maire qui viendra annoncer la famille d'un policier municipal qui n'a pas pu se défendre face à un acte terroriste. On a décidé à Orléans d'armer les policiers. Mais je sais, et c'est bien la raison pour laquelle j'ai expliqué qu'en effet il y a 5 ans, j'avais à l'époque expliqué qu'il y avait un risque à ce qu'on arme la police municipale. J'ai pu constater le grand professionnalisme des policiers municipaux, puisque une seule fois en 5 ans, une arme a été sortie et a été utilisée. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai expliqué clairement qu'il n'était pas question de désarmer les policiers municipaux. Olivier Carré, maire sortant d'Orléans. Oui. Votre réponse, parce que c'est vrai que... Alors, c'est une réponse qui va dans le sens de ce que l'on a vu tout à l'heure avec ce qu'ont dit les Orléanais. Il y a tout, il y a qui sont de toute façon, aussi. Mais de toute façon, il y aura toujours des éléments délictuels dans une ville. On voit bien qu'il y a les trafics de stupes qui sont toujours présents, qui minent certains quartiers. Il y a de moins en moins de points, mais n'empêche qu'il y en a encore. C'est là où les Orléanais attendent des réponses. Mais ils ont raison. Que faut-il faire ? Et ils ont raison. Quand on voit qu'il y a des interpellations qui ont lieu et qu'on retrouve les gars qui sont relâchés 2-3 jours plus tard et qui continuent d'être là pour narguer nos concitoyens, c'est pas normal. Mais ceci étant dit, la police municipale, elle fait son boulot. Et c'est ce que remarquent les habitants très souvent ne comprennent pas pourquoi la police n'intervient pas alors que ça se fait au vu et au su de tout le monde. Parce qu'il y a des enquêtes, parce qu'il y a des enquêtes, parce que tout ça est plus compliqué que ça n'en a l'air, et parce que aussi, parfois, la police des stupes n'a pas complètement les moyens. C'est pour ça qu'on va leur en donner. C'est pour ça que j'attends des évolutions réglementaires, comme on s'y est engagé. Les habitants disent souvent que c'est de l'achat de paix sociale. Non, il n'y a pas d'achat de paix sociale. Il n'y a pas d'achat de paix sociale qui se fait à certains endroits. C'est même le contraire. On essaye d'intervenir pour éviter que ça dégénère. Ceci étant dit, moi, je veux bien que les chiffres, les effectifs, tout ça soit pas important, mais enfin quand même, ils sont en baisse. J'ai pas envie que ça remonte. C'est pour ça qu'il faut que les effectifs soient ajustés à peu près à 1 policier pour 1000 habitants. Ça nous amène à imaginer de recruter à peu près une dizaine de policiers dans le mandat qui vient de plus que les effectifs que l'on a. Évidemment, municipaux. Oui. Je n'ai pas de ressort sur la police nationale. Je peux travailler, je peux me plaindre, je peux faire ce que je veux. De toute façon, à partir de là, une fois qu'on a exprimé son volontarisme, une fois qu'on a fait des grands coups de menton, c'est pas nous qui décidons. Non. Donc de toute façon, et c'est pas faute de le signaler. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, j'observe que l'année dernière,
Les faits de délinquance ont progressé de 8% dans les grandes villes de France. Ça a régressé de 5 cette année, encore une année de plus. Et tous ces éléments-là amènent à ce que Orléans est en dessous de la moyenne nationale pour les faits délictuels. Alors après, il y a tout un travail de fond. Pour moi, c'est pas la police, c'est la prévention, la médiation. Et là, il y a un vrai boulot à faire. Notamment. Aussi la police. C'est aussi la police, mais c'est surtout toute une chaîne. Et dans cette chaîne-là, on doit pouvoir avoir des personnels qui soient davantage formés et qui accompagnent justement le travail que fait Nathalie Kérien, puis Serge Grouard. Oui, sur ce que disait Olivier Carré à l'instant, c'est aussi le travail de la police municipale. Moi, je pense qu'il faut en effet plus de proximité. Par exemple, je donne un exemple tout simple. Un jeudi soir, rue de Bourgogne à Orléans, tous les jeunes sont en terrasse, boivent des verres et passent la soirée, alors plus ou moins tranquillement. Hein. Bien évidemment qu'il faut parfois intervenir. Simplement, vous avez des voitures de police qui passent au ras des terrasses comme ça. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que la police municipale ne peut pas simplement être là à pied, être là à vélo, et sortir de la voiture, la laisser un petit peu plus loin? Enfin, je sais pas, cette espèce de relation, un peu plus de confiance qui pourrait s'instaurer avec ces jeunes, parce que heureusement, majoritairement, ça se passe bien le jeudi soir, même si c'est une présence provocante, selon vous? Provocante, cette présence? Mais je trouve que ça n'est pas de nature à renforcer le lien de confiance entre les habitants et la police. Moi, je me souviens, il y a 1 an ou 2, je crois, nous avions vu les chiffres dans le quartier Bourgogne et dans le quartier Saint-Marceau qui étaient un peu moins bons. Et là, visiblement, ils ont l'air de s'être rétablis. Mais donc, voilà. Donc, on peut penser que les policiers peuvent être présents, mais aussi une présence bienveillante dans ces moments qui sont un peu festifs pour les jeunes et les étudiants qui vont être présents de plus en plus massivement dans le centre-ville. Alors, Serge Grouard, vous avez critiqué, on l'entend bien, ce que fait le maire actuel Olivier Carré, mais vous proposez quoi, vous, en matière de sécurité? D'abord, on a tous, les uns et les autres, entendu beaucoup de monde en campagne électorale, beaucoup d'Orléanais. Moi, j'ai été frappé d'entendre que le premier sujet qui revenait était celui de la sécurité. Et je pense que les uns et les autres, vous l'avez entendu, on a entendu la santé, et on a entendu beaucoup, d'ailleurs vous l'avez rappelé au début, la sécurité. Le vélo, l'environnement. Je remercie les uns et les autres de ce qu'ils ont dit, parce que, évidemment, qu'Orléans n'est pas Chicago. Et je mesure aussi les résultats que nous avions eus lorsque j'étais maire, avec, je le rappelle, moins 71% de délinquance. Et avec les dispositifs, effectivement, mais Monsieur Carré, arrêtez de m'interrompre toutes les 2 minutes. Et les dispositifs de prévention, médiation que nous avions créés, y compris dispositifs de réussite éducative, qui ont accompagné aussi une très forte baisse de la délinquance des plus jeunes, et notamment des mineurs. Ça, c'est quand vous étiez maire. Maintenant, si vous redevenez maire, qu'est-ce que vous proposez? Mais la première chose, c'est qu'il faut, je le redis, rétablir les effectifs. Il faut permettre aux policiers, notamment municipaux, d'être formés parce qu'un certain nombre qui n'ont pas le statut de policier municipal ne le sont pas encore pour l'instant. Il faut, et là je diverge de ce qu'a dit M. Carré, je considère que l'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de la police nationale. Et lorsque j'y étais, nous avions négocié avec le ministère de l'Intérieur un certain nombre d'effectifs supplémentaires qui étaient effectivement arrivés. On les repère depuis. Il faut recommencer. Et puis ensuite, le troisième élément qui est très important, il y a de remettre de la lutte contre la fraude dans les transports en commun, avec à la fois les contrôleurs TAO et à la fois la police municipale intercommunale des transports que j'avais créée à l'époque et qui a perdu, elle aussi, des effectifs. Et puis, quatrièmement, il faut que nos dispositifs de prévention et réussite éducative soient remis au top niveau parce qu'ils étaient très efficaces et il faut qu'ils le redeviennent. On comprend bien en tout cas que c'est toute une chaîne sociale, des associations jusqu'à la police, les polices municipales et nationales qui doivent être mises en route. Dans une quinzaine de minutes, nous retrouverons nos téléspectateurs pour des questions qui vous seront directement adressées. Mais pour le moment, envisageons l'environnement et les transports dans cette ville d'Orléans. C'est éminemment important. Ce sont en tout cas des thèmes qui mobilisent les Orléanais. Encore une fois, nous les écoutons. Ma fille, elle fait mal. De la rue de Vauquois à la place du Noy, c'est une horreur. Il n'y a pas du tout de choses faites pour les vélos. Voilà. Non, en termes de pistes cyclables, bandes cyclables à contresens, il n'y a même pas la place de passer la voiture, le vélo. Non.
Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de moyens déjà mis en pratique dans la ville. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin forcément d'appliquer d'autres mesures en faveur de l'écologie. Moi, je trouve que c'est déjà bien ce que fait la ville. Un petit peu plus d'espace vert Je dirais planter un peu plus d'arbres, mettre un peu plus de verre au lieu d'avoir du béton partout. Déjà, on peut parler premièrement des mobilités. Des mobilités, voilà, peut-être réduire justement l'usage de la voiture et plus prioriser justement les vélos, les transports en commun comme le tramway à Orléans. Et puis voilà, Orléans, je pense que déjà c'est une chance parce que vu que c'est une grande ville, elle a des moyens justement de développer ces parties-là. Bon, à lire vos programmes, messieurs, dames, vous êtes tous plus verts les uns que les autres. Il fut un temps que seulement le candidat écologiste parlait d'écologie, c'est bien terminé. Je vais vous demander une mesure. Votre première mesure la plus importante, vous êtes élu en faveur de l'écologie, c'est quoi votre première mesure? Serge Grouard, par exemple. Aller vers Orléans décarboné, constituer une société qui s'appellera Orléans Énergie. Elle aura des fermes solaires qui produiront de l'énergie solaire raccordée au réseau électrique avec une tranche de 10 000 foyers pour commencer et un coût de 25 millions. Tout cela a été chiffré et calibré, précis, net. Monsieur Chappuis, on va vous écouter parce que vous êtes en retard dans le décompte, parce que nous souhaitons que tous les candidates et candidats soient à l'égalité dans ce débat. Donc je vous en prie, vous avez du temps de parole en retard. Exprimez-vous. Sur le sujet de l'environnement, alors la proposition phare, ça sera la question de la gratuité, vous n'en serez pas surpris. Gratuité des transports pour tous, pour les moins de 26 ans et pour les personnes retraitées, ainsi que les personnes en situation de précarité. Et à la fin du mandat, une gratuité pour tout le monde. Pourquoi cette proposition forte, qui a un impact financier lourd qu'on a chiffré? La démarche est de vouloir habituer tous les Orléanais à sortir du tout-voiture, à sortir de cette automaticité de prendre la voiture pour aller en centre-ville, pour aller travailler, pour ces trajets quotidiens. Et donc, l'idée de impulser ce Big Bang des mobilités, à la fois sur les transports en commun et avoir une vraie vision de l'utilisation du vélo. Je sais qu'on sera peut-être interpellé tout à l'heure par l'association Vélorussion, mais on a besoin de sécuriser les parcours cyclables à Orléans. On a besoin d'avoir une vision ambitieuse sur ces questions-là. Ça fait 10 ans que tout le monde nous interpelle sur le franchissement de Loire. Je veux le dire très, très sereinement, c'est-à-dire que ça fait même 20 ans qu'on parle d'une passerelle sur le franchissement de Loire. Alors justement, tenez, j'ai une question de Céline. J'ai une question de Céline sur Facebook qui nous dit: allez-vous faire une passerelle sur la Loire pour les piétons? Moi, ma réponse, elle est directe. C'est-à-dire, une fois que je suis élu, je mets le pont Georges V en sens unique, qui permet de sécuriser la traversée en vélo, et on relance le projet d'une passerelle nord-sud sur la Loire. C'est indispensable. Ça fait, je ne sais pas si vous pratiquez le vélo, moi je le pratique au quotidien, et très régulièrement, traverser la Loire sur ce pont, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Et donc, dès qu'on est élu, on met en place ce sens unique de circulation, qui est une réponse directe sur la question de la sécurisation des pistes cyclables dans un réseau cohérent. Juste, vous dites que vous avez chiffré la gratuité des transports, c'est combien? C'est 4 millions pour la partie des jeunes, en fait, pour les jusqu'à 26 par an, 4 ans. millions par an 4 millions par an. Et on a un chiffrage à faire sur les retraités, parce que ça, pour l'instant, on n'a pas le chiffrage. Mais en tout cas, sur les jeunes de moins de 6 ans, c'est 4 millions par an, avec un vrai impact sur la Jean-Philippe Grand, j'aimerais savoir de votre poste d'écologiste convaincu depuis des années, lorsque vous voyez le programme de tous les candidats, quelle est votre réaction? Est-ce qu'il n'y a pas oui, on peut le dire, une surenchère de propositions aujourd'hui qui vont dans ce sens? Ce qui est très bien d'ailleurs, il faut faire attention à la planète. Mais... Alors, ce qui est vrai, c'est que je suis en effet écologiste depuis toujours. C'était mon premier engagement politique et j'ai toujours défendu ces idées. Alors qu'il y ait une appropriation par l'ensemble des candidats des fondamentaux de l'écologie, je n'ai évidemment aucun problème avec ça. Où j'en ai un petit peu plus, c'est qu'on a quand même une équipe qui pendant 20 ans et mon voisin de droite a très longtemps exprimé des paroles très fortes, voire même anxiogènes dans certains conseils municipaux, sur le fait qu'on allait droit dans le mur. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas vu les résultats. Vous allez nous expliquer ce que vous avez fait, parce que moi, en tout cas, je recherche ce qui a pu être fait depuis 20 ans, sachant qu'on a très clairement un énorme déficit, et on le voit dans tous les différents baromètres, observatoires que l'on a, que ce soit sur le vélo, que ce soit sur l'environnement de manière générale. On voit qu'on est très
très en retard sur Orléans et sur notre métropole. Donc, ce qui est Mais vous faites quoi de aujourd'hui- plus? Qu'est-ce que vous faites de plus? Aujourd'hui, il y a des cercles vertueux à mettre en place, et en particulier celui qui est symbolisé pour nous autour du 100% bio et local dans les cantines. On a la chance d'avoir Mais 1 est-ce million que de c'est réalisable, honnêtement? Ça l'est pour une raison toute simple. Une C'est ville que- comme Orléans, comment vous Ça l'est- pouvez mais vous ça faire du l'est pour une raison toute 100% simple. bio et local Eh bien, dans les cantines? Très simplement, en allant voir les maraîchers, les producteurs qui sont dans un rayon d'une 50aine de kilomètres autour Et il y en a d'Orléans, assez, vous croyez qui se convertiront. La Chambre qui se d'agriculture du convertiront Loiret bio. a l'air d'en douter beaucoup. Non, quand non, même. justement. Ce sont plusieurs Et millions de justement, repas. J'ai rencontré la Chambre Plusieurs d'agriculture millions de repas qui par- me dit au par an. contraire qu'ils vont nous aider pour une raison simple, c'est que si on va voir ces différents producteurs et maraîchers, qu'on leur explique qu'on a cet objectif-là et qu'on veut l'atteindre le plus vite possible. Il faut 3 ans pour convertir une exploitation au bio. On va tout simplement, pendant ces 3 années, contractualiser avec eux. Et commencer à acheter. l'hiver, manger bio. Eh bien, on mangera Les poireaux, on les mange carottes. d'habitude Non, en mais hiver. le bio dans des serres chauffées Non, avec de mais l'électricité, c'est pas du bio, ça. On mangera des fruits et des légumes de saison. Oui. On en a à toute saison. Et on trouvera les moyens de fournir ce 1 200 000 repas. C'est l'effet levier. 1 200 000 repas. Mais oui, c'est ce dont on a besoin chaque année. Et c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. J'ai vu ça, moi, avec le Gabord, qui est le groupement, justement, des agriculteurs bio de l'Orléanais, mais également avec la Chambre d'agriculture, parce que ce sont même eux qui m'ont contacté en me disant, mais on peut y arriver, on peut s'engager dans cette démarche-là. Ça ne se fait pas, évidemment, en un jour, mais ça peut se faire, et ça se fera, parce que on ne peut pas défendre l'idée et dire tous autour de la table, on veut engager Orléans dans la transition écologique, et à chaque fois qu'une idée est posée, expliquer que ça n'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas. C'est exactement le contraire. Mais c'est pas possible maintenant, et surtout même le circuit court sans bio, c'est déjà difficile aujourd'hui d'alimenter toute l'agglomération orléanaise. Donc en effet, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, on va être capable de faire ça. C'est 3 ans pour la conversion, Au et moins. c'est les maraîchers et les producteurs qui vont s'emparer de ça, parce qu'en plus, c'est un changement pour notre environnement. C'est-à-dire que c'est évidemment la qualité de l'eau, la qualité des sols, la qualité de l'air qui va pouvoir évoluer dans le bon sens. C'est, encore une fois, on dit et on défend cette idée tous ensemble pour dire, mais il faut absolument nous engager dans la transition écologique. C'est un des leviers importants pour y arriver. Est-ce que je peux simplement apporter quelques éléments de réponse à Rapidement, s'il Jean-Philippe vous plaît. très vite? Déjà pour dire que sur les circuits courts et bio, c'est 75% de ce qui est proposé dans les cantines scolaires d'Orléans. Donc on n'en est pas, Non, mais le total bio, circuit court. Je cumule l'ensemble. Bon, non, mais parce que Nathalie Kérien parlait des circuits courts et elle a raison, c'est important. Un local Sur ce qui a été fait, je sais pas, attendez, Jean-Philippe Grand, je vais lui dire. Juste, attention. Orléans est une des seules villes de France, lorsque j'étais maire, qui a réduit ses gaz à effet de serre. Ça, c'est du concret, c'est moins 12%. Et comment, Jean-Philippe Grand? Avec Simplement. Ben voilà, donc vous savez. Tout à fait. Eh ben alors, payé par les Orléanais. puisque vous savez, Payé par les Orléanais. mais non, pas du bien tout, sûr que puisqu'on si, a qui réduit utilisent le réseau. Mais non, attendez. Voilà. Et ça s'arrête là au niveau des engagements Le financiers de la prix depuis 20 du ans. chauffage a diminué pour les Orléanais. Ne parlez qui pas sont au tous en chauffage même temps parce que les téléspectateurs, vous ne serez pas audibles auprès des Non, mais téléspectateurs si je vous redis parlez qu'on tous en est même temps. l'une des seules grandes villes de France à avoir réduit nos gaz à effet de serre, et Jean-Philippe Grand en convient, et je l'en remercie. Charte de l'arbre en ville. J'ai vu qu'il le proposait dans son projet, Antoine, mais elle existe déjà. mon cher Antoine, nous allons Charte parler de la transport biodiversité, également. charte de la biodiversité, zéro phyto. Enfin, Jean-Philippe Grand, il y a eu quand même énormément de mesures qui ont été On n'a faites pas sur encore, Orléans. on n'a pas encore entendu Olivier Carré, s'il vous plaît. Olivier Carré, sur l'écologie, peut-être réagir aussi sur les mesures. Les transports gratuits, vous, c'est pas votre tasse de thé. Les transports, ça en fait partie, mais je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'à la métropole, on a voté l'année dernière un plan climat qui donne beaucoup de perspectives, dans lequel il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis dans les programmes des uns et des autres, et qui construisent cette démarche. Mais cette démarche, elle est déjà largement initiée. Alors après, concrètement, ça se traduit pour les transports par leur décarbonation, c'est les bus électriques notamment. C'est sur le plan de l'approvisionnement local, ça a été rappelé, des objectifs sur le plan alimentaire, mais ils sont fixés. Tous ces éléments-là ne sont pas nouveaux. Et sur le plan des déplacements, on va en parler, la montée du vélo, la diminution de la voiture, tous ces éléments-là existent. Quelle place pour les transports? Donc, je voulais juste rappeler ça, parce qu'on a l'impression que rien ne se fait et autres, alors que tout est déjà poussé et engagé pour les 10-15 années qui viennent. Alors, donc après, il faut les mettre en œuvre, on est bien d'accord. Gratuité ou non des transports collectifs? Gratuité, oui.
pour les scolaires, parce que jusqu'à 18 ans, parce que nous, on le voit sous l'angle du pouvoir d'achat des ménages, plus que sous l'angle de l'incitation à prendre les transports en commun. Les transports en commun, la véritable incitation, c'est certes des éléments tarifaires, mais c'est surtout le fait des services qui y sont associés. Aller chercher les gens près de chez eux quand ils sont loin d'un réseau très structuré, d'une ligne de tram, ça s'appelle le transport à la demande, ça fonctionne extrêmement bien, c'est de nouveaux services, et ça dissuade les gens de prendre la voiture dans un environnement intra-agglomération. Développer tous ces services, c'est quelque chose qui va améliorer réellement la fréquentation des transports. Et favoriser également les déplacements doux. Et favoriser les déplacements doux, c'est la question du vélo. Je suis ravi que maintenant tout le monde veuille une passerelle, ça n'a pas toujours été le cas. Et effectivement, avoir des réseaux très structurés et très structurants sur l'agglomération, ça fait seulement 1 an et demi que la métropole a à la fois la capacité de pouvoir faire les rues, puisque c'est elle qui les fait, et en même temps, elle avait depuis longtemps la politique vélo. Et comment ça se passait ? Chaque commune faisait ses rues, et puis après, on voyait comment est-ce que les vélos passaient. Là, aujourd'hui, on peut structurer la révision des rues, la réflexion des rues, en prenant en compte dès le départ la position du vélo, et ça va beaucoup changer. Ça sous-entend que vous voulez être à la fois maire d'Orléans et président de la métropole. Ça tombe sous le sens. Ça, c'est un autre débat. Mais les rues sont faites par la métropole. Je voulais juste préciser sur la tarification des transports, en effet, jusqu'à 26 ans, la gratuité, etc. Il n'y a pas beaucoup de débats entre les candidats, en tout cas assez peu, mais on parle peu d'une tarification sociale. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux proposer, parce qu'il y a des personnes plus âgées qui ont de sérieux problèmes pour boucler les fins de mois. Et je pense que ce serait juste et équitable de proposer une tarification en fonction des situations et des revenus. D'où la gratuité pour les retraités et les personnes vulnérables, que je disais tout à l'heure, pour les moins de 26 ans, pour les personnes retraitées et les personnes en situation de précarité. Une gratuité par étape, indispensable. Et des pistes cyclables, puisqu'on a bien compris que vous pratiquez le vélo tous les jours, Serge Roy. Je rebondis sur ce que disait Nathalie Carrien. Effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés. Un abonnement à Tao, c'est quand même assez conséquent sur une année. Donc je pense que la tarification sociale, c'est ce que l'on propose, c'est d'appliquer le quotient familial qui est très juste par rapport aux revenus des personnes et des familles. C'est ce qui se passe, pour être simple, dans les cantines scolaires, et ça marche très bien. Mais nous venons donc de passer un petit peu plus de 50 minutes ensemble déjà à débattre. Donc nous allons maintenant aller dans Orléans, chez les habitants qui ont suivi le débat. Des habitants qui se présentent face caméra. Vous allez les rencontrer. Je m'appelle Yvonne Dumoulin, j'ai 75 ans et j'habite au centre-ville d'Orléans. Je suis retraitée et j'ai travaillé pendant une 20aine d'années dans un service d'aide à domicile auprès des familles. Mes centres d'intérêt actuels sont la marche à pied, la lecture et le bénévolat. Bonjour, je m'appelle Émeric Libaud et je suis entrepreneur sur Orléans. Je vis depuis les années 90 à Orléans, avec là au sud de la Loire aujourd'hui, avec ma famille, ma femme et mes 2 garçons. Ce qui m'intéresse dans ce débat municipal, dans cette élection municipale, c'est quels sont les enjeux pris en compte pour la mobilité aujourd'hui et demain. Moi aujourd'hui, je suis un entrepreneur sur le rétrofit des voitures thermiques en électrique, et je suis passionné de ce monde digital de demain. Je m'appelle Nicolas Guillemin, j'ai 44 ans, je travaille dans la fonction publique. Je suis ici dans le quartier de l'Argonne et j'attends beaucoup de la prochaine mandature en matière d'urbanisme et de mobilité. Voilà pour nos téléspectateurs qui vont vous soumettre leurs questions et leurs réflexions. Nous rejoignons tout de suite Amélie Rigaudinzo qui doit être avec nous. Ma chère Amélie, où vous trouvez-vous exactement dans Orléans ? Et puis, comment s'est passée cette soirée de débat ? Quelle était l'ambiance ? Qu'a-t-on ressenti ? Alors, on se trouve ici au centre-ville d'Orléans, chez René et Yvonne, qui sont 2 retraités. Ici, on a écouté très attentivement ce débat ce soir, vraiment très sérieusement, mais on a quand même esquissé un sourire lorsque Olivier Carré et Serge Grouard se sont vivement contredits sur les chiffres de la police. On regrette simplement que ce cafouillage se soit fait un peu au détriment des questions sur la sécurité. Mais c'est au sujet du commerce dans le centre-ville qu'Yvonne avait ce soir une question à poser. Bonsoir madame, bonsoir messieurs.
Nous avons choisi de vivre en plein centre-ville pour éviter de prendre la voiture et avoir tout à proximité de chez nous. Nous sommes désolés de voir malheureusement les commerces fermés les uns derrière les autres. Et on souhaiterait savoir ce que vous envisagez de faire pour redynamiser un petit peu le centre d'Orléans. Merci. Merci beaucoup Yvonne. Olivier Carré, le commerce, je crois que c'est un problème dans beaucoup de centres-villes. Des solutions pour cela, pour retenir les commerçants, peut-être éviter les pas-de-porte vacants? Alors les pas-de-porte vacants, à Orléans, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. En France, il y en a 12%, à Orléans, il y en a 6,1%. On était à près de 8 il y a 5 ans. Donc il y a un boulot qui est fait, même si jamais des grandes enseignes comme le Bazar Saint-Joseph, comme Bourreau aux Halles, qui sont des noms extrêmement connus, nous ont fendu le cœur quand, pour des raisons chaque fois différentes, ils ont dû fermer. Mais ça veut dire que ce bon résultat, il est fragile. Il faut qu'il y ait une véritable dynamique au sein du centre-ville, en termes d'animation, en termes de, sans doute, révision de la politique de stationnement, mais avec les commerçants. Il faut que ça se fasse avec eux et pas dans la ville qui impose quelque chose. Et puis, créer un contact qui fasse que... Parce qu'il y a beaucoup aussi de... On ne parle pas de tous ceux qui arrivent. Et il y a beaucoup de gens qui ont des initiatives, qui veulent ouvrir des commerces, créer un office du commerce à la fois et de l'artisanat destiné à la fois aux commerçants qui veulent s'installer, qui veulent démarrer des choses, qui ont besoin de beaucoup d'informations, et en même temps aux clients qui vont attendre de nouveaux services de la part de ces commerçants du centre-ville. Ben voilà, c'est ce qui va aider à métamorphoser le centre-ville. N'oubliez pas l'arrivée des étudiants aussi, qui va beaucoup changer les choses sur... Pour que l'on arrive à efficacement répondre à nos téléspectateurs, je vous demanderai s'il vous plaît, madame, messieurs, d'avoir des réponses plutôt courtes. La politique commerciale qui souhaite s'exprimer, monsieur Grouard. 3 choses. D'abord, une rénovation très forte des Halles Châtelet, parce qu'elle est attendue à la fois par les commerçants et par toutes les personnes qui fréquentent, et elles sont nombreuses, les Halles Châtelet. Absolument. Deuxièmement, d'arrêter les extensions en périphérie. Les extensions de grandes surfaces en périphérie. Février dernier, encore 4, Monsieur Carré, votées par la métropole. 4 extensions votées par la métropole. Aujourd'hui, il n'y aura plus Cap-Saran. Non mais Monsieur Grouard, ce qui était le cas auparavant, par la métropole. Ce qui était le cas auparavant. Et troisièmement, si je peux terminer, une politique qui facilite, qui incite à venir en centre-ville, notamment en revoyant toute la politique tarifaire, à la fois des transports en commun et des parkings et stationnement de service. J'aimerais savoir, Yvonne, si vous êtes toujours avec nous, si vous êtes satisfaite de ces réponses. Dites-nous, en attendant peut-être un mot de Jean-Philippe Grand. Je vous en prie, Jean-Philippe Grand. Pardon, oui, non. Ah, pardon. Allez-y, Yvonne. Yvonne. Je vous en prie. Allez-y, Yvonne. Oui, non, parce que, en fait, c'est vrai que d'autres magasins viennent remplacer ceux qui ont fermé, mais ce sont beaucoup de magasins franchisés, beaucoup de magasins de vêtements. Je pense qu'on ne finira pas notre vie tout nu, hein. Au moins, Yvonne a beaucoup d'humour. On va aller faire un tour du côté... on va aller, retrouver Xavier Nézet. Vous allez avoir, je vous assure, vous allez avoir toute la latitude pour vous exprimer. Xavier Nézet, dites-nous, vous êtes à Orléans, et puis comment a-t-on vécu la soirée, et quelles sont les questions qui jaillissent chez vous ? Ici, dans le quartier de l'Argonne, on a suivi avec attention, bien sûr, cette première partie de débat et aussi avec étonnement, je dois dire, parce qu'on a été plutôt étonnés autour de la table par le côté très policé du débat. Il semblait y avoir un grand consensus sur les questions de santé particulièrement. On était bien loin de l'ambiance qu'on avait vue la semaine dernière sur le plateau Tourangeau, alors que pourtant, paradoxalement, la campagne à Orléans a été assez dure avec beaucoup d'invectives à droite et à gauche. Et ici, nos hôtes disaient par moments, finalement, s'ils sont tous d'accord, ça va être plutôt simple pour les accords en vue du deuxième tour. Alors, c'est pas sur les questions de santé qu'on va vous interroger ce soir. Peut-être que la première question va justement amener du dissensus sur le plateau orléanais. Nicolas, vous, votre première question, elle porte sur la mobilité. Oui, parce que je vois qu'il y a une politique de l'offre qui se met en place autour de la gratuité des transports en commun, autour d'une facilitation, autour du stationnement automobile. Et moi, ma question, elle est toute simple, c'est
comment vous imaginez encourager l'usage du vélo si, par ailleurs, vous favorisez la circulation des automobiles dans la ville d'Orléans ? C'est vrai qu'il y avait un peu un paradoxe que vous proposez des solutions tarifaires pour le stationnement, tout en voulant réduire la place de la voiture en ville. Je sais pas, enfin, Jean-Philippe Grand, vouliez-vous exprimer ? Je voulais terminer sur les échanges sur le commerce de proximité en un mot. Oui. C'est que je trouve assez extraordinaire qu'on vienne nous expliquer qu'il n'y aura plus de centres commerciaux à l'extérieur, alors que pendant 20 ans, nos deux maires... non, mais là, non, s'il vous plaît, là, vous êtes en train de relancer le débat. Donc, je déclare ce débat clos. Maintenant, passons au transport, s'il vous plaît, et notamment au vélo. L'amener de certains est toujours assez intéressante. Pour ce qui est de l'alternative au vélo, il faut en effet que ce soit une véritable alternative au déplacement de manière générale. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on mette en place une véritable politique ciblée. Alors vous allez me dire que le plan vélo a été voté, mais là aussi, pendant une vingtaine d'années, on y a mis 500 000 euros par an. Cette fois-ci, on va pouvoir y mettre plus de 5 millions. Comme par hasard, évidemment, on va pouvoir enfin libérer et donner la possibilité aux cyclistes de pouvoir se déplacer en sécurité, si ce n'est qu'il y a énormément de voiries qui ont été rénovées dans les 20 dernières années, qui, elles, n'avaient pas de pistes cyclables, et qu'aujourd'hui, ça va coûter beaucoup d'argent pour pouvoir faire un véritable maillage et une véritable alternative pour les Orléanais, pour qu'ils puissent prendre leur vélo en toute sécurité. Et c'est bien tout l'enjeu, c'est de pouvoir avoir une alternative à sa voiture. Si on veut laisser sa voiture devant chez soi ou dans son garage... Baptiste Chapuis, ça vous parle, ça ? Je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Jean-Philippe Grand. En effet, on doit pouvoir, je parlais tout à l'heure de sécuriser le franchissement de Loire, on doit pouvoir sécuriser les rues pour pouvoir utiliser le vélo au quotidien. On a la chance d'avoir la Loire à vélo qui traverse notre ville, mais derrière, on n'a pas de réseau cohérent pour permettre de traverser... Et la Loire à vélo, c'est plus d'1 million de pratiquants chaque année. Hein. Et malheureusement, quand on sort de la Loire à vélo, quand on veut rentrer dans la ville, il y a des grandes difficultés pour pouvoir circuler dans la ville de manière sécurisée. Et je le redis, c'est en sécurisant les pistes cyclables, c'est en proposant une vraie alternative, comme l'a très bien dit Jean-Philippe Grand, qu'on va pouvoir développer. Et on a vraiment le moyen de faire de la place pour les vélos ? Bien entendu. Sérieusement, je ne dis pas des pistes cyclables qui font 50 cm de large, hein, de vraies pistes cyclables. Nous, ce qu'on propose, c'est 100 km de pistes cyclables sécurisées. C'est qu'on a besoin, c'est qu'on a fait des bandes cyclables, c'était à la mode, on a mis de la peinture sur le Pont Royal, on a mis de la peinture sur des avenues, on a partagé le vélo avec des couloirs de bus. C'est extrêmement dangereux quand il pleut d'ailleurs. Voilà, couloirs de bus, sur des trottoirs, ça c'est inadmissible. On ne peut pas avoir des conflits d'usage entre des bus ou des piétons. On pourra revenir tout à l'heure, il y a aussi la place du piéton dans la ville qu'on devra repenser. Mais vraiment, sur le vélo, on doit se saisir de cette question-là. Et je sens bien qu'il y a un intérêt de manière très opportune dans la campagne où Serge Jouard, Olivier Carré, dans un système de ping-pong, essayent de capter le débat et se saisir de cette question-là. Alors que pendant des années, ils ne sont jamais mobilisés sur ce sujet-là. Votre plan de piste cyclable, 100 km, il est prêt ? Sécurisé, oui. Vous savez, vous allez mettre des pistes cyclables sécurisées, c'est-à-dire en site propre, quoi. Ça, tout est prêt. Il y a deux types de pistes cyclables. Il y a des pistes cyclables donc sécurisées sur des rues partagées, donc sécurisées, soit rehaussées, soit bien balisées. Et il y a aussi des autoroutes à vélo pour pouvoir traverser la ville de nord, sud et est-ouest, où on n'a que des vélos qui seraient mobilisés. Et donc, une vraie ambition, à la fois sur chaque nouvelle voirie, on ait un aménagement cyclable, systématiquement. Alors pour favoriser la vie du cycliste dans la ville, nous proposons la création d'une maison du vélo, comme ça existe d'ailleurs dans un certain nombre de grandes villes en France, effectivement, évidemment en lien avec la Loire à vélo, la mise en place d'un comité vélo, qui comprendra également des usagers, bien évidemment, parce que ce sont eux qui pratiquent la ville au quotidien. Et puis, le problème que nous avons aujourd'hui, dans les pistes cyclables, quand elles existent, ou les voies cyclables, c'est un problème de continuité, en fait. Parce que on peut, pendant un moment, circuler, et puis d'un seul coup, on se retrouve dans une situation un peu dangereuse, et c'est ça, je pense qu'il faut travailler, évidemment. Il y a la question, bien sûr, du franchissement du pont Georges V, mais ça fait déjà un moment que j'en parle. Et puis, il y a aussi la question du vélo en libre service dans les quartiers. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour que tous les quartiers d'Orléans puissent bénéficier de ce service ? Olivier Carré, oui, ce que je voulais dire simplement, dessiner, redessiner, repenser la ville pour donner plus de place aux vélos, aux piétons ?
S'il y a une question de gouvernance qui est fondamentale là-dedans. Quand on a fait voter le plan vélo qu'a rappelé Jean-Philippe Grand tout à l'heure au mois de juin 2019, donc il n'y a pas forcément de concomitance avec la période électorale actuelle, c'est vraiment une volonté, ça découle de tous les plans que j'ai évoqués tout à l'heure. La question de la mise en œuvre... J'entends quelques sourires sur le plateau. Non, mais je suis désolé, mais c'était dans la prise de conscience collective. Oui, mais je ne suis pas président de la métropole depuis si longtemps que ça. Donc, et par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, les rues n'étaient pas faites par la métropole, ce qui est le cas aujourd'hui. Toutes les voiries de la métropole sont faites par elle, ce qui est logique puisqu'elle a la compétence transport. Donc tout ça va de sens, et c'est pour ça que je pense qu'on va pouvoir être beaucoup plus efficace dans les années à venir. Mais la question de la gouvernance qu'a évoqué Nathalie Carrien tout à l'heure est très importante. Faire en sorte que ce soit un comité d'usagers avec les associations, on en a vu des représentants qui pilotent cette politique avec un élu, mais en contact direct avec les services. Ouais. C'est ça qui fera que on arrivera à repérer tous les points noirs du réseau et deuxièmement faire avancer ça fait des années que Vélorussion travaille là-dessus. Ils ont déjà identifié les points noirs. Le travail est déjà fait. Et ils travaillent avec les services actuels. Vous savez quoi, Monsieur Grand, on va demander du côté de Xavier Nézet et de l'association Vélorussion s'ils sont satisfaits de cette réponse, de ces commentaires de la part des candidats. Écoutez, oui, sur la gouvernance, je suis d'accord, c'est à l'échelle métropolitaine que ça se joue aujourd'hui. Mais ma question portait plus sur l'articulation entre cette politique de l'offre, c'est-à-dire créer un réseau cyclable sécurisé, continu, etc., et des mesures qui, elles, favorisent au contraire la circulation automobile. Je sais que sur un certain nombre de listes, il y a des programmes concernant le stationnement, la création de parkings, l'allègement des tarifs. Est-ce que tout ça, c'est pas un petit peu contradictoire ? Tenez, on va avoir l'avis de Serge Grouard. Parce que Serge Grouard, vous proposez dans votre programme, c'est vrai, parking souterrain au théâtre et sur la Trémie Jean Jaurès. Hein. Oui, vous voulez créer de nouveaux parkings, c'est vrai. Je propose de recoudre les mailles et d'en faire des magnifiques promenades vertes avec des jardins sur les mailles, comme il existait il y a bien longtemps maintenant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a ? On n'a plus des forêts d'arbres, on a des forêts de voitures. Donc je propose que les voitures qui sont dessus aillent dessous et que l'on puisse avoir des coulées vertes sur les mailles. Et ça sera absolument magnifique des deux côtés, effectivement, théâtre et Jaurès. Maintenant, si je reviens en un mot sur le vélo, très vite, la part du vélo dans les déplacements, c'est 5%. Je pense qu'il faut arriver à doubler cette part. C'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est... j'allais dire atteignable. Et pour cela, je rejoins ce qui a été dit à la fois par Nathalie Carrien, par Baptiste Chapuis notamment. Les problèmes, on les connaît, c'est les ruptures, c'est le problème de sécurisation et donc de continuité. Et là, il faut travailler évidemment avec ceux qui... Et la cohabitation avec la voiture. Oui, sécurisation. Et les piétons. Parce qu'on explique aussi pourquoi des vélos prennent parfois les trottoirs, parce qu'ils sont inquiets d'aller sur la rue. Voilà, c'est presque simple. Mais en même temps, il faut sécuriser les piétons. Parce que moi, j'entends aussi des piétons qui, parfois, en ont un peu assez. Ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, qu'il y ait beaucoup de vélos sur les trottoirs. En bref, c'est une grande histoire de savoir-vivre ensemble. Mille fois oui, mais d'adaptation, quand même, vous avez raison, de la ville à ces différents modes de déplacement. Une dernière intervention, ensuite on va aller voir Nathanaël Le Maire. C'est fondamental à Orléans d'avoir mis les pistes cyclables avec les piétons. Enfin, jamais on aurait dû se lancer dans ce type d'aménagement. À partir du moment où vous dites aux piétons et aux cyclistes, vous devez partager l'espace parce qu'en effet on privilégie la voiture, automatiquement vous avez ce qu'on appelle des conflits d'usage. Et donc ça, c'est une erreur fondamentale qui est faite depuis des années sur Orléans. Avec une autre erreur qui est celle d'avoir mis le parking du Cheval Rouge en plein cœur d'Orléans. On aspire et on dit aux gens qui ont des voitures, venez au cœur d'Orléans avec votre voiture. Il faut absolument arrêter ça. Nous allons maintenant du côté de Nathanaël Le Maire. Êtes-vous avec nous ? Faites-nous vivre votre soirée. Comment ça s'est passé de votre côté ? Et quelles sont les questions qui sont arrivées ? Alors nous avons suivi le débat dans la maison de la famille Libaud avec les parents, Émeric et Christine, mais aussi les enfants, Mathis et Timéo, même s'ils ont un peu joué aux vidéos tout en écoutant le débat. Donc nous sommes dans le quartier Chavassières, c'est un quartier du quartier Saint-Marceau. Alors sur les questions de santé et les questions de sécurité, on a un peu laissé passer, ils ne sont pas franchement préoccupés par ces sujets du débat. Par contre, alors dès qu'il a été question d'environnement et de mobilité,
mobilité. Alors là, tout le monde était rivé à l'écran avec une question qui concerne bien sûr la mobilité et notamment la place de la voiture. Aymeric, vous aviez une question à poser sur justement, au-delà du vélo, il y a d'autres moyens de mobilité à travailler. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de vélo et en fait, les Orléanais vont ailleurs qu'en centre-ville aussi avec leur voiture. Mais il faut aussi réduire les émissions de CO2. Donc, quelle serait la place dans Orléans de la voiture électrique ? Écoutez, mon cher Aymeric, on a quasiment pas entendu votre question. On avait un petit souci de son. On vous prie de nous excuser. Pouvez-vous, s'il vous plaît, reformuler cette question très intéressante, je n'en doute pas. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je disais qu'on a beaucoup parlé de vélo, et c'est très bien. Dans cette transition écologique, il faut accumuler toutes les nouvelles solutions, toutes les nouvelles pratiques. Maintenant, les Orléanais ne vont pas tous en centre-ville avec leur voiture, et pourtant, il faut réduire les émissions de CO2. Donc, quelle serait la place dans Orléans de la voiture électrique ? Voilà une très grande question. Est-ce que l'on doit, comme on dit parfois, chasser la voiture des centres-villes ou alors est-ce qu'il faut... très souvent, les commerçants disent si on interdit les voitures, nous, on ne va plus pouvoir travailler. C'est un vrai dilemme. Là, encore une fois, on le pose sur le plateau, on vous écoute, c'est un vrai dossier. Et la question d'Aymeric, c'est sur les voitures électriques. Oui, bien sûr. Mettons des voitures électriques plutôt que des voitures thermiques. Oui. Alors, encore faut-il pouvoir se payer des voitures électriques, n'est-ce pas ? On vous écoute. Justement, le rétrofit, c'est ça. C'est que justement, on peut se payer une voiture électrique puisqu'on remplace le moteur thermique par tout un équipement électrique. Et tout ça est très innovant. Et ce qui est important aussi dans une ville qui se transforme, c'est justement d'associer les créateurs, ceux qui innovent, au projet politique que l'on porte. Alors, effectivement, on partage tous cette grande évolution avec des nuances, j'entends. Mais maintenant, c'est parti, si j'ose dire. Donc la ville, elle va se transformer. Maintenant, est-ce qu'elle se transforme uniquement par des instructions qui viennent des institutions métropoles ou villes, ou est-ce qu'elle vient aussi de ceux qui innovent, de ceux qui imaginent de nouveaux services, de ceux qui imaginent des transformations d'usage ? Eh bien, moi, je parie beaucoup là-dessus. Et c'est créer tout cet écosystème sur Orléans, avec le labo, avec d'autres, qui font que à partir de là, la ville se transforme naturellement. C'est à quel horizon, ça ? Mais c'est un horizon qui a déjà commencé et qui va s'accélérer, j'en suis certain. Quand on fait le transport à la demande, pourquoi est-ce que ça marche si bien ? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des GPS, on a des outils numériques, on sait que quand quelqu'un appelle, il peut faire changer le trajet du chauffeur, de la navette ou du bus. Bref, ce sont des éléments qui associent à la fois des éléments environnementaux, des éléments technologiques, du numérique, de nouveaux services, donc de nouveaux usages, de nouvelles pratiques. Et si on souhaite effectivement que les gens abandonnent leur voiture, c'est par ces usages-là que l'on y arrive. Bref, c'est tout un ensemble qui fait qu'on arrive à évoluer technologiquement. Qui pense sur ce plateau ? Et puis les bornes électriques... Qui pense sur ce plateau que plus de la moitié de la population orléanaise, dans 10 ans, roulera à l'électrique ? Alors ça déjà, roulera moins. Ça sera peut-être le cas, mais ça serait une erreur que de penser qu'à partir du moment où on va transformer toutes les voitures par le rétrofit ou tout simplement parce qu'on achète des véhicules neufs électriques, on va régler les problèmes de mobilité. Vous vous doutez bien que les problèmes d'embouteillage que l'on a aujourd'hui avec des voitures thermiques, on les aura avec des véhicules électriques. Donc il ne faut absolument pas croire qu'on va pouvoir remplacer l'un par l'autre et que uniquement parce qu'on décarbone et qu'on émet moins de gaz à effet de serre, on règle le problème des Entre nous soit dit, rouler à l'électrique en se branchant à une borne, est-ce que c'est vraiment écologique s'il y a une centrale nucléaire derrière ? Alors ça l'est si on produit notre propre électricité, pas sous forme de ferme solaire. Non mais pas que... On va tous avoir des panneaux solaires sur nos voitures. Pas de panneaux solaires et de fermes solaires au sol et au grou comme le propose ça c'est une caricature. Non, c'était dans un débat, y compris à Madeleine. Et à Madeleine. Vous l'avez dit. Et à Madeleine. Mais c'est un élément. C'est une erreur parce que... Pourquoi c'est une erreur ? Pourquoi vous voulez pas de ferme solaire, vous l'écolo ? On a des équipements publics, on a des bâtiments industriels qui peuvent accueillir des panneaux solaires. C'est ce que l'on fait au niveau régional. Et oui, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Bien sûr que si. Mais non. Bien sûr que si. C'est là-dessus mais je vous garantis que si. On est aujourd'hui dans la capacité de produire toute l'électricité nécessaire pour justement faire face à cette demande croissante, alors qui va pour les voitures évidemment, mais aussi pour les vélos. On voit bien qu'il y a de plus en plus de vélos électriques qui, eux,
consomment beaucoup moins d'électricité et rendent un service bien meilleur. Et donc je pense qu'il faut aussi penser à ça quand on est dans cette démarche-là, se dire qu'on ne peut pas remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques et se dire qu'on règle tous les problèmes. Des voitures hybrides à ce moment-là, Serge Grouard. Je ne comprends pas pourquoi Jean-Philippe Grand ne va pas au bout du raisonnement, parce que c'est exactement ce que je propose. Il l'a dit, il faut produire de l'énergie propre. Et je propose cette révolution parce que le dérèglement climatique, la baisse des gaz à effet de serre, tout le monde en parle. Mais je vous rappelle que cette année encore, enfin l'année écoulée, on a vu dans le monde encore une fois augmenter nos gaz à effet de serre. Donc on continue dans le dérèglement climatique. Moi je propose, j'allais dire, une vraie révolution là dans l'organisation de la société. Qu'une ville comme Orléans soit un peu tête de pont et qu'elle produise de l'énergie et de l'énergie solaire. Alors après, Jean-Philippe Grand, on peut en discuter des modalités, bien sûr. Il ne faut pas se focaliser sur juste tel ou tel endroit. Je suis d'accord sur les bâtiments, je suis d'accord un peu partout. Vous êtes d'accord que les fermes photovoltaïques, vous allez avoir des associations qui vont vous dire, faire des recours en justice en disant on n'en veut pas parce qu'il y a des insectes à protéger. Les éoliennes, on n'en veut pas. Si vous me dites qu'on ne peut rien faire, on peut tout de suite plier les Gaules. Mais c'est la réalité. On remercie tout le monde de nous avoir. C'est la réalité sur le terrain. En Indre-et-Loire, par exemple, vous avez 0 éolienne. Mais je ne parle pas. Ne mélangeons pas tout. Les éoliennes posent un certain nombre de problèmes d'insertion dans l'environnement. Les panneaux photovoltaïques également. Non, ça n'est pas du tout la même chose. Jean-Philippe Grand a donné des exemples que je partage sur des bâtiments publics, sur des friches industrielles et qui ne prendront pas de terres agricoles. Évidemment. Et donc tout cela, on l'a chiffré. Je veux dire que ça, c'est une mesure très forte. Et je ne vois personne qui propose, pas plus Monsieur Grand. Mais bien sûr, mais c'est dans le plan climat qu'on a déjà voté. Mais non, j'ai lu dans votre programme, il n'y a rien du tout. C'est voté, et vous l'avez voté d'ailleurs, Monsieur Grouard. Montrez-moi. Je crois que les téléspectateurs sont peut-être un peu perdus là. Mais alors si je peux terminer. Après, Nathalie Carrier, Baptiste Chappuis ensuite. Juste très vite pour terminer. Il faut prendre le problème à bras le corps avec des mesures très fortes. Je le dis sur la production d'énergie. Je le dis également sur la rénovation thermique, parce que la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas. Rénovation thermique, je propose une aide aux particuliers, une aide financière. Je crois que tout le monde le propose. Hein. Non, pas l'aide financière. Mais si, vous proposez. Jean-Philippe Grand, je l'ai bien lu, propose la rénovation thermique des bâtiments publics. Et également pour les particuliers. On écoute Nathalie Carrier. On a parlé de mobilité. Je propose que l'on prépare. Pas tous en même temps. De mobilité, je propose que l'on prépare l'avenir avec l'étude d'une 3e ligne de tram, et je suis là aussi le seul à la proposer. Nathalie Carrier. Oui, je confirme que pour la rénovation thermique, c'est pour les bâtiments publics, mais aussi des aides prévues pour les particuliers, bien entendu, et ceux qui sont encore une fois les plus démunis, parce que ce sont eux qui souffrent le plus de ces logements souvent un peu passoires thermiques, et puis qui n'ont pas les moyens de remettre cela en état. Tout à l'heure, on parlait des transports également et de la santé. Moi, je voulais dire qu'il est très important, et je pense que c'est assez simple à mettre en place, qu'il faut rendre les transports gratuits les jours de pic de pollution. Nous n'en avons pas parlé tout à l'heure. En ce qui concerne l'électricité, est-ce que simplement la mairie ne pourrait pas souscrire un contrat d'électricité verte ? Ça me paraît également simple et facile à mettre en place immédiatement. Et puis tout à l'heure, nous parlions à la fois et des transports et du centre-ville et de la vitalité du centre-ville et du commerce. Moi, je propose qu'on mette en place des périodes où le centre-ville deviendrait piéton, accessible également évidemment à vélo puisqu'il s'agit de mobilité douce. Je pense que ça relancerait le centre-ville avec également des propositions culturelles, bien évidemment, vous en doutez, à ces moments-là. Et je pense que ça pourrait relancer cette activité de centre-ville, cette activité artisanale aussi, qui pourrait réexister à Orléans. Un dernier mot rapidement, ensuite on va aller voir Amélie Rigaud-Denzel. Il y a une question de son côté. On parlait de pollution. C'est qu'on a parlé de mobilité, on a parlé d'énergie, on a parlé de pollution. Aujourd'hui, dans notre ville, on a besoin de la revégétaliser. On a besoin de créer des puits de carbone en mettant des canopées, du bois, le boisement de nos rues. On a besoin de préserver nos parcs et jardins. On a besoin de préserver le terrain des Grous. On a besoin de préserver le terrain du Sanitas. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'éviter de bétonner notre ville. Donc, voilà, on peut réduire la circulation, c'est important. On doit développer le vélo, mais on doit aussi agir concrètement sur la végétalisation de la ville. Et ça
c'est une vraie ambition pour la ville. Si on a envie de rendre plus attractif notre centre-ville, c'est aussi de créer ces îlots de fraîcheur indispensables pour vivre la ville au quotidien. Il nous reste une bonne dizaine de minutes dans cette émission. On va essayer de répondre de façon courte et pragmatique aux questions de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. On va donc aller du côté de chez Amélie. René a une question. Bonsoir. On a parlé des généralistes, mais on n'a pas parlé de dentistes, on n'a pas parlé d'ophtalmo, ni de spécialistes. Il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un dentiste quand on a un. Il ne prend pas de nouveau. L'ophtalmo, pareil, quelquefois 1 an. Et si on a besoin d'un rhumatologue ou d'un cardiologue, là, c'est 1 an, 1 an et demi de délai. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 1 an et demi de délai parfois pour avoir un rendez-vous. Effectivement, c'est une réelle question très sérieuse. Je vous en prie, des réponses extrêmement courtes pour qu'ensuite on puisse prendre d'autres questions. Jean-Philippe Grand. Ça va être en effet très rapide. Il y a des nouveaux métiers qui ont été créés, je pense aux ophtalmos en particulier, qui ont créé un véritable nouveau métier qui permet de déléguer, je reviens sur les délégations de tâches. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui ont la capacité à pouvoir accompagner ces spécialistes qui vont pouvoir se concentrer sur le diagnostic et la prescription. Et donc vous avez aujourd'hui des possibilités de développer ces métiers. J'ai parlé du centre de santé municipal, bien sûr qu'il accueille des généralistes et qu'il peut accueillir aussi des spécialistes, et même logique, il faut aller les chercher parce que monsieur a raison, on en manque. Olivier Carré, la situation, 1 an et demi d'attente parfois. Même réponse que Jean-Philippe Grand. Il y a aujourd'hui des cabinets qui sont en train de s'installer à l'intérieur du centre-ville avec un certain nombre de praticiens qui arrivent. On les voit d'ailleurs arriver notamment dans le centre-ville et ils vont répondre à cette demande en partie. Nathalie Carré. Et je crois aussi qu'il faut penser à la télémédecine, puisque ça se fait déjà, ça se pratique déjà beaucoup. Un cardiologue Non, mais ça se pratique dans certaines spécialités et en particulier en milieu rural, où là, l'éloignement et le temps d'attente est encore plus long. En tout cas, il faut essayer toutes les pistes et je pense que là-dessus, il n'y aura pas de polémique. Il y a d'autres pistes à explorer. Centre de santé, bien entendu, pour recruter, notamment aussi des pédiatres. On a un vrai problème sur les pédiatres sur Orléans. Malheureusement, j'ai été face à cette situation-là. Et une passerelle plus forte avec l'hôpital, notamment avec le statut universitaire de l'hôpital d'Orléans, pour permettre d'avoir, avec des internes, des permanences de soins qui permettent également de répondre à cette santé de proximité. Nous filons du côté de chez Nathanaël avec une question d'Émeric. Oui, j'ai bien entendu tous les sujets qui ont été abordés là autour de la mobilité et de la transition énergétique. C'est vrai qu'on vit dans une transition et ça change beaucoup de paradigmes. Maintenant, toutes ces visions, tous ces projets, comment on arrive à les expérimenter pour déterminer celui qui sera le meilleur. Donc ma question, c'est quelle serait la place de l'expérimentation dans toute cette démarche, dans le temps qui arrive ? Olivier Carré. On a déjà commencé avec certaines entreprises qui, par exemple, avaient besoin des images de rue pour calibrer un logiciel permettant de faciliter le stationnement. Là, c'était pour les voitures. Toujours pour ce qui concerne, par exemple, le rétrofit, on peut être aussi nous-mêmes expérimentateurs. Bref, la collectivité se doit d'aller à la rencontre de ceux qui innovent pour justement leur offrir des possibilités d'expérimenter et donc de monter graduellement leurs produits, leurs nouveaux usages. C'est ce que je disais tout à l'heure, créer cet écosystème vertueux sur Orléans. Il est en marche, il doit continuer à se développer. Qui veut intervenir ? Non, on a la chance d'avoir un lieu, le labo, dont on sent bien qu'il a besoin aujourd'hui d'un second souffle parce que il a accueilli un certain nombre d'entreprises qui d'ailleurs, pour certaines, sont venues plutôt s'installer au labo alors qu'elles avaient déjà une activité à l'extérieur. Aujourd'hui, il faut absolument non seulement qu'on fasse la promotion de l'expérimentation, mais qu'on laisse aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'innovations qui ne fonctionneront pas, qui ne trouveront pas leur public, et donc il faut être en capacité
possibilité aujourd'hui de véritablement faire un accompagnement vers ces entreprises. Et puis, ceux qui auront échoué dans une première tentative pourront revenir et leur donner une seconde chance pour d'autres expérimentations. C'est un point important dans le développement, y compris économique, justement, de notre métropole. Nathalie Carrien. Et justement, nous proposons que ce labo il puisse être décliné dans différents quartiers, parce que nous avons rencontré beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer et d'expérimenter, justement. Et il serait bien qu'on puisse également valoriser un certain nombre de quartiers d'Orléans avec la présence de ces innovations dans les quartiers même au plus près. Je peux vous confirmer que les discussions concernant notamment le bio, la consommation du bio, ont beaucoup intéressé. Il y a beaucoup de réactions. On a eu du côté Françoise qui voulait nous poser une question. Vous écoute, ma chère Françoise. Oui, c'était simplement, tout le monde parle du bien pour la planète, donc je dirais plutôt du bien pour les hommes, sachant que le vélo, c'est bien pour l'environnement, pour la santé, mais le bio, c'est pas mal aussi. Et vous avez abordé légèrement le problème des cantines. Il faudrait aussi penser que ce n'est pas un point, disons, d'Orléans intramuros, c'est tout un ensemble d'intercommunal et même au-delà de la métropole. Pour qu'on puisse faire des approvisionnements sur les cantines et de proximité et en bio, il faut vraiment une politique beaucoup plus large que celle qu'on peut avoir au niveau d'Orléans. Voilà. Effectivement, on va le rappeler, là on va voter pour les municipales, mais il y a une interconnexion incroyable avec les métropoles, les intercommunalités d'un point de vue général. Vous le disiez tout à l'heure, en matière de production locale, on va à 50 km, voire plus loin. Il faut voir très très large pour envisager cet avenir. Oui, c'est évident. Aujourd'hui, quand on travaille sur ces sujets, on ne s'arrête pas évidemment sur la production que peut fournir, qui pourrait se trouver sur la ville d'Orléans, même si on a des terres, si on a quelques terres agricoles. Mais il faut voir ça sur un bassin qui est plus large. Et c'est des politiques qui se construisent effectivement à l'échelle de la métropole, qui elle-même est en interconnexion avec tous les territoires avoisinants. C'est eux qui peuvent arriver à produire la quantité nécessaire à approvisionner l'ensemble de la ville. Et cette relocalisation qui me paraît être une tendance très forte aujourd'hui dans le monde agricole, mais aussi dans d'autres domaines, est à encourager. Et là encore, dans le même état d'esprit de ce que j'évoquais sur l'écosystème, la collectivité a un rôle extrêmement important à la métropole pour fédérer les acteurs, pour créer une sorte d'harmonie sur les politiques qui sont suivies à l'intérieur des communes. Et puis, en même temps, chacune des communes dans sa commande publique. C'est ça qui fait l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pour ça que l'interconnexion entre la métropole et la ville, et en particulier la ville-centre, elle est fondamentale. La question très intéressante de cette téléspectatrice me fait penser à une chose. Est-ce que, avec ce travail de fond qui est fait pour les productions en circuit court, ça ne peut pas représenter un nouveau souffle pour l'agriculture française ? C'est bien tout le principe. Il faut changer le modèle. On est bien d'accord sur le fond. On sait que le modèle agricole nous emmène dans le mur. Cette agriculture qui souffre aujourd'hui. Et on voit en ce moment l'interaction qu'il y a globale en termes justement également agricoles dès que vous avez en ce moment le coronavirus. Donc on a bien besoin d'avoir une production locale. Et on est aujourd'hui, quand je parlais d'effet levier tout à l'heure pour ces repas pour les écoles, c'est bien évidemment la possibilité ensuite de pouvoir être dans un plan local d'approvisionnement qui permettra à une époque du tout technologie, c'est quand même un sacré retour aux sources. Mais oui, mais c'est complémentaire. Mais parfois, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'humain qui revient au centre du fonctionnement de la société. C'est formidable. C'est beaucoup mieux que de produire du poulet Pâques et de l'envoyer en Afrique et d'empêcher une véritable production vivrière pour les Africains. Aujourd'hui, il faut être en capacité de se dire on va vraiment produire notre propre agriculture. On a l'impression d'un consensus entre vous là, sur ces questions. Vous êtes tous en train de vous chier de la tête en disant oui. Vous êtes tous d'accord, j'ai l'impression. On est comment ne pas l'être? C'est pas une critique, c'est un constat. Et j'en profite pour dire que la métropole a intérêt à travailler sur ce sujet, particulièrement avec le département du Loiret qui fait un gros travail. Et avec la Chambre d'agriculture. Bien sûr. Est-ce que l'on aurait une dernière question? On a le temps, là, il nous reste 3 minutes. Émeric. Alors Émeric, il va encore nous parler de la voiture rétrofit. Profitez. Non, il n'y a pas que la voiture, il y a aussi tous les projets de ville.
Et en fait, la technologie, le digital, on le vit au quotidien. Comment organiser l'écoute des citoyens un peu au quotidien, non pas sur des grandes questions, mais sur des choses très précises sur j'aime ce projet, j'aime pas ça, ce qui est fait à côté de chez moi. Alors évidemment, faut analyser après les données, mais comment avoir cette écoute, cette écoute démocratique, mais relativement fine sur les projets qui sont menés. C'est un vaste programme. Il nous reste 2 minutes 10. On ne va pas pouvoir complètement répondre à votre question. Émeric, 10 secondes chacun, je vous en prie. C'est le problème de la participation des citoyens. On voit aujourd'hui que dans les réunions d'information ou de concertation ou de co-construction, on voit finalement un petit peu toujours les mêmes habitants. Comment on arrive à toucher la population que l'on n'entend pas, que l'on ne voit pas? C'est une vaste question. Évidemment, je pense que par les outils numériques, on devrait pouvoir s'améliorer. Je vous en prie. 2 choses. Moi, je propose 2 choses très novatrices. 1, que les personnes dans les quartiers, en participant au conseil de quartier, puissent également participer aux commissions municipales et donc soient au courant de tous les projets parce qu'elles les verront à l'intérieur. Et puis 2, je propose que ces mêmes personnes, si elles le souhaitent, puissent poser questions au conseil municipal et donc donner une forte audience publique à leurs questions. Des comités de pilotage dans lesquels on aura des élus, des citoyens qui s'intéressent au sujet, des techniciens, des experts. Voilà, on met toutes les personnes ensemble et on fait le travail. Mais c'est un peu tout le temps les mêmes, comme dit Nathalie Carré. Non, justement. Là, bien l'idée, c'est d'aller chercher... Vous êtes gourmand de les relancer comme ça. Il nous reste 1 minute, je vous en prie. Je suis absolument désolé. Nous arrivons au terme du temps de parole réservé aux citoyens, au terme de cette 1h30. Nous vous remercions vraiment de cette participation. Mais oui, mais on est coincé par le temps. Merci en tout cas pour ces échanges extrêmement fructueux et extrêmement courtois. C'est la fin de ce débat. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous propose la liste complète des candidats qui s'affronteront au premier tour des élections municipales à Orléans. 6 candidats, je vous laisse en prendre connaissance. Les rédactions de France 3, Centre Val-de-Loire et France Bleu se sont donc jointes pour préparer cette soirée avec bonheur, mon cher Antoine. Dimanche soir, nous vous accompagnerons pour une soirée spéciale premier tour de 19h55 à 23h. Grande soirée, je suppose, également sur France Bleu. Je confirme. Et puis, mercredi prochain sur France 3, émission spéciale d'entre-deux tours avec tout le suspense que ça impliquera. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci.